Bienvenue dans Mapping Minerals Diplomacy, une série explicative qui apporte de la clarté sur les accords, les acteurs et les politiques qui façonnent la course mondiale aux minéraux critiques. Je suis votre hôte, Gracelyn Bhaskaran, directrice du programme de sécurité des minéraux critiques au CSIS. Dans cet épisode, nous portons notre attention sur la République démocratique du Congo, un pays qui possède certaines des réserves minérales les plus riches de la planète. Plus tôt cette année, la RDC a attiré l'attention mondiale lorsque le président Félix Tshisekedi a proposé aux États-Unis l'accès à des ressources minérales clés en échange d'une assistance sécuritaire dans un contexte de conflit croissant avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. 4 mois plus tard seulement, à l'issue de négociations de haut niveau à Washington et à Doha, la RDC et le Rwanda ont signé un accord de paix le 27 juin ici à Washington. Les États-Unis et la RDC avancent désormais vers un cadre économique régional et un accord formalisé de coopération sur les minéraux. La relation bilatérale entre les États-Unis et la RDC est déterminante pour les intérêts américains en matière de sécurité minérale. Regardons les données pour comprendre pourquoi. La RDC est l'un des pays les plus riches en ressources au monde. Si l'on considère la teneur en cuivre du minerai de la RDC, elle est 4 fois supérieure à la moyenne mondiale et 11 fois supérieure à celle de la mine en activité la plus productive ici, aux États-Unis. En ce qui concerne la production de cobalt au Congo, 74% du cobalt mondial provient de la RDC. Cela signifie que pour des matières premières clés comme le cuivre et le cobalt, la RDC détient non seulement les plus grandes réserves, mais aussi les minéraux de la meilleure qualité. Il n'est donc pas surprenant que la RDC attire constamment le plus grand nombre d'explorations en Afrique et l'un des plus élevés au monde. Comme le montrent les données, en 2024, la RDC a attiré 130,7 millions de dollars d'investissement dans l'exploration, dépassant des juridictions établies comme l'Indonésie et le Kazakhstan. Et cela, malgré le fait que seulement 20% du territoire de la RDC soit cartographié aujourd'hui. Étant donné que la superficie de la RDC représente les 3/4 de celle de l'Europe de l'Ouest, cela indique que le pays possède un potentiel considérable encore inexploité. Désormais, les Chinois ont depuis longtemps dépassé les États-Unis et leurs alliés en matière de commerce en RDC. Les entreprises chinoises détiennent des participations dans 15 des 19 projets de cuivre et de cobalt du pays. Cela a donné aux entreprises chinoises un pouvoir de fixation des prix significatif. L'augmentation de la production des entreprises chinoises a en réalité contraint les exploitations occidentales à fermer. Par exemple, en 2024, China Molybdenum Company Limited, également connue sous le nom de CMOC, a presque doublé sa production de cobalt par rapport à 2023, atteignant un niveau record de production de cobalt, alors même que les prix s'étaient effondrés de plus de 60%. En réponse, le 22 février de cette année, la RDC a annoncé une interdiction d'exportation d'au moins 4 mois sur le cobalt, non pas pour imposer un traitement local, mais explicitement pour freiner la surproduction mondiale et soutenir les prix. Cette mesure a touché de manière disproportionnée les entreprises chinoises, en particulier CMOC, qui a déclaré un stock de 48 600 tonnes métriques de cobalt rien que pour le premier trimestre 2025. Cela dépassait la production totale de cobalt de Glencore pour l'année 2024. Les restrictions à l'exportation ont provoqué une rupture entre Glencore, basé en Suisse, et CMOC, basé en Chine. En mai 2025, des rapports ont révélé que CMOC plaidait pour une levée rapide de l'embargo, tandis que Glencore soutenait que les exportations de cobalt congolais ne devaient pas reprendre tant que le marché ne se serait pas stabilisé. Cette divergence met en lumière les tensions plus larges entre les acteurs chinois et occidentaux en RDC. Le 21 juin 2025, le gouvernement de la RDC a prolongé l'interdiction d'exportation jusqu'en septembre 2025. Il est important de noter que l'interdiction d'exportation du cobalt a eu un impact marqué sur les prix du marché. Entre le 1er janvier de cette année et mars 2025, soit quelques semaines après l'entrée en vigueur de l'interdiction du cobalt, les prix du cobalt ont grimpé de 48%. L'interdiction prolongée du cobalt continue de maintenir les prix à un niveau élevé.
La lassitude vis-à-vis du modèle chinois est palpable et l'engagement entre les États-Unis et la RDC va donner le ton de la diplomatie américaine sur les minerais en Afrique à l'avenir. Bien que la RDC regorge d'opportunités, il s'agit également d'un environnement difficile pour faire des affaires et une approche gouvernementale globale sera nécessaire pour surmonter certains de ces obstacles. Examinons-en quelques-uns. Tout d'abord, le développement réussi de l'industrie minière nécessitera d'importants investissements dans les infrastructures. L'absence d'infrastructures énergétiques constitue un obstacle majeur au développement de nouveaux projets miniers en RDC. L'industrie minière est l'une des plus énergivores au monde, représentant environ 38% de la consommation énergétique industrielle mondiale et 15% de l'utilisation mondiale d'électricité. La RDC affiche l'un des taux d'accès à l'énergie les plus faibles. Un peu plus de 20% de sa population devrait avoir accès à l'énergie d'ici 2030. Au niveau mondial, elle possède la troisième plus grande population sans accès à l'électricité. De plus, il existe une disparité importante dans l'accès à l'énergie à l'intérieur du pays. 41% des habitants des zones urbaines ont accès à une énergie moderne, contre seulement 1% de la population rurale. Une deuxième limitation majeure concerne les transports, qui constitueront un enjeu crucial à l'avenir. Des initiatives comme le corridor de Lobito seront essentielles pour réduire le coût des affaires dans la région. L'initiative phare des États-Unis avec la RDC a été le corridor de Lobito, un réseau ferroviaire et de transport qui constitue la voie la plus rapide pour l'exportation des minéraux critiques de la ceinture de cuivre africaine vers les États-Unis et l'Europe. Troisièmement, il est nécessaire d'accroître la sécurité tant pour les populations que pour les actifs commerciaux. Au niveau régional, le Fonds monétaire international a identifié un risque élevé d'intensification des conflits. L'accord de paix constitue la première étape pour réduire ce risque. Quatrièmement, il est nécessaire d'assurer une certitude sur les plans fiscal, juridique et réglementaire. Pour attirer et maintenir les investissements, les autorités congolaises doivent mettre en œuvre des réformes significatives qui favorisent un environnement opérationnel stable, transparent et prévisible, en garantissant des politiques fiscales adaptées aux horizons à long terme des projets miniers, une sécurité juridique pour respecter les accords contractuels et une clarté réglementaire grâce à des procédures d'autorisation rapides et transparentes. Dans le classement Doing Business 2020, la RDC s'est classée 183e sur 190 pays selon la Banque mondiale, ce qui indique une marge d'amélioration considérable. Et enfin, il est nécessaire d'adopter un modèle d'exploitation minière plus responsable. Il sera important de surmonter l'héritage historique de l'exploitation minière, où les communautés et les travailleurs ont supporté de nombreuses conséquences de l'extraction des ressources, notamment les dommages environnementaux, les déplacements humains et une faible croissance économique. Le nouveau modèle devra relever ces défis en élaborant un ensemble simplifié de normes définissant l'exploitation minière responsable. Cela aidera les entreprises à obtenir et à conserver une licence d'exploitation auprès des gouvernements hôtes et des communautés. Ce sera également un point de concurrence important avec les entreprises chinoises qui jusqu'à présent ont dominé l'industrie minière. En fin de compte, la RDC sert de projet pilote pour déterminer comment les États-Unis peuvent transformer efficacement leur engagement diplomatique en investissement minier en Afrique et au-delà. Compte tenu du profil de risque complexe du pays, la question centrale devient quelles conditions doivent être réunies pour rendre l'investissement privé à long terme en RDC viable et attractif. Sur ce, je suis ravie d'accueillir Guy-Robert Lucama, président du conseil d'administration de Gécamines, la société minière d'État de la RDC, pour discuter de ce sujet et bien plus encore. Guy-Robert, merci beaucoup de nous rejoindre. Merci beaucoup, Christia, pour cette aimable invitation. Guy-Robert, pour commencer, que devons-nous faire pour changer l'héritage historique du secteur minier en RDC, qui a été perçu à l'échelle mondiale comme un secteur confronté à des problèmes de droits humains et de travail des enfants? Comment pouvons-nous changer cette image? Merci beaucoup de me donner l'opportunité de discuter du secteur minier en RDC. Aujourd'hui, on peut considérer que c'est avant tout une question de narration. Oui, il y a beaucoup de violation des droits humains dans le pays, mais je ne suis pas forcément d'accord avec vous sur le fait qu'il y ait une corrélation avec le secteur minier. Quand on regarde les zones où le secteur minier s'est développé
Et quand on observe les endroits où il y a beaucoup de préoccupations concernant la paix et la guerre, il n'y a pas nécessairement de corrélation forte. C'est le premier point. Deuxièmement, nous savons que nous devons améliorer la gouvernance de notre secteur minier. Le secteur minier nécessite une stabilité du cadre juridique, comme vous l'avez mentionné, un régime fiscal, mais aussi la disponibilité des compétences pour se développer et, comme vous l'avez dit, l'accès à l'énergie et à la logistique pour exploiter le potentiel. Notre objectif, au-delà de l'énergie et de la logistique, est aussi d'adopter une nouvelle approche en matière de transformation. C'est là que les États-Unis pourraient faire partie de cette aventure. Guy Robert, pensez-vous qu'il existe une volonté politique pour opérer ces changements? Car il y a moins de 20 ans, des entreprises comme BHP, Anglo American, Rio Tinto opéraient ici, mais certaines sont parties à cause de ces défis. Y a-t-il une volonté politique pour opérer ces changements? Oui. Oui, nous avons clairement une nouvelle approche du secteur minier en RDC et la manière dont nous transmettons le message aux parties tierces et aux pays, à nos parties prenantes, est totalement différente. Nous expliquons aux gens que le potentiel que nous avons pourrait être développé avec le soutien du reste du monde, pas seulement d'une juridiction ou d'une région du monde, mais que tout le monde pourrait être impliqué. Nous avons fait des efforts de notre côté, mais nous voulons aussi sensibiliser et engager autour de la dotation que nous possédons, de la qualité de cette dotation, des besoins en infrastructure et du besoin en énergie. Parce qu'une fois que vous combinez les efforts dans l'énergie, l'électricité et l'exploitation minière, il y a d'énormes opportunités à développer et aucun autre pays au monde n'est prêt à venir investir en RDC. Et à quoi ressemble un soutien stratégique et efficace des États-Unis pour développer le secteur minier de la RDC? Nous considérons que c'est peut-être la plus grande priorité à l'ordre du jour pour l'Afrique en ce moment. Oui. Permettez-moi de dire que ces 2 dernières années, nous avons eu plusieurs échanges avec des responsables américains, mais la différence avec la nouvelle administration est clairement qu'ils se concentrent sur des étapes précises et des résultats concrets. Plus important encore, ils souhaitent également s'engager avec le secteur économique, le secteur privé, afin d'organiser une sorte de partenariat public-privé et aussi d'élargir la gamme d'outils qu'ils utilisent pour réduire les risques liés à la juridiction de la RDC, mettre fin au dénigrement, financer le secteur, être plus innovant avec les promesses, le financement, et aussi promouvoir les partenariats public-privé, PPP. Et ils ont compris pour la première fois que nous commençons par dire la meilleure façon d'avoir un bon environnement pour l'investissement, c'est d'apporter la paix, d'apporter la stabilité, de participer à l'amélioration de la gouvernance. Et donc, les deux combinés, nous sommes tout à fait sûrs que nous sommes dans la bonne région, dans quel environnement développer l'investissement dans l'exploitation minière, la logistique, l'environnement, la transformation, parce que cela crée des emplois, cela stabilise les communautés, cela réduit la tension entre les communautés et cela donne l'opportunité aux gens d'avoir confiance dans le pays et de développer le pays de manière plus pacifique. La meilleure approche des États-Unis est celle qu'ils adoptent. Ils commencent par la paix pour améliorer l'environnement électronique, pour apporter la stabilité, pour participer à l'engagement, pour mener les réformes que nous devons apporter. Et sur cette base, ils commencent à réduire les risques liés aux investissements dans le pays. Et comment pouvons-nous travailler pour garantir que le secteur minier ait des retombées positives sur le développement économique plus large de la RDC? C'est pourquoi nous parlons de l'autre pilier. Nous considérons que le secteur minier doit être abordé de manière holistique. Ce qui signifie que lorsqu'on parle d'une approche holistique, on ne peut pas parler du secteur minier uniquement sous l'angle de l'extraction. Nous voulons avant tout disposer de suffisamment d'énergie pour le développer, pour transformer localement, car cela crée des emplois, cela apporte plus de stabilité, cela crée de la valeur et cela élargit la base fiscale pour les recettes de l'État. Deuxièmement, nous avons besoin de plus d'énergie, de plus de transformation et plus important encore, d'un transfert de compétences. Au cours des 20 dernières années, nous n'avons pas eu suffisamment de transfert de compétences. Le modèle que nous avons aujourd'hui, oui, nous avons reçu beaucoup d'investissements, mais nous n'avons pas transformé le pays.
Deuxièmement, en termes de dépenses, comme vous l'avez dit, nous sommes l'un des pays qui a capté le plus d'investissements dans l'exploration, mais malheureusement, la plupart de ces investissements sont consacrés à des sites déjà exploités. Nous voulons revoir la manière dont nous pouvons attirer plus de fonds pour l'exploration de nouveaux gisements. La RDC actuelle, je suis convaincu que nous ne connaissons pas plus de 40% de son potentiel. Nous devons revoir notre approche à ce sujet. Nous commençons à engager le dialogue avec des tiers pour nous assurer qu'ils comprennent comment nous devons améliorer notre gouvernance, améliorer le cadre fiscal, faire une distinction entre le régime d'exploration et celui d'exploitation, et nous assurer que nous pouvons attirer davantage de capitaux à risque pour venir développer le pays. C'est l'un des objectifs. Nous le promouvons. Nous avons le soutien du gouvernement pour le faire et les gens vont commencer à revenir. Des marques, vous avez entendu parler de nombreuses nouvelles entreprises qui reviennent en RDC ou qui viennent pour la première fois en RDC et qui s'impliquent davantage parce que quand on regarde le profil du pays, nous avons besoin de plus d'investisseurs et pas seulement issus d'une seule génération. Nous commençons à percevoir une diversification car l'énergie est là, les infrastructures sont là, la connectivité commence à être présente. Le manque de compétences doit encore être comblé afin de donner une chance d'obtenir un meilleur retour pour la population. Nous ne sommes pas philanthropes. Les gens recherchent le profit et nous l'acceptons, mais nous partageons la même vision, celle de voir les gens satisfaits de créer de la valeur dans le pays. Guibert, la RDC est un véritable jackpot géologique. Quelles mesures, GECAMINE en RDC, prend-elle pour attirer ces investissements directs étrangers qui apportent des capitaux importants et sont souvent les entreprises capables de réaliser des investissements de type Greenfield? Nous sommes d'accord avec le gouvernement sur le fait que nous devons travailler sur le régime fiscal. Nous sommes d'accord avec le gouvernement sur le fait que nous devons améliorer les compétences. Nous sommes d'accord avec le gouvernement sur le fait que nous devons être plus proactifs pour réduire le déficit énergétique. Et sur cette base, nous commençons à rassurer et à répondre à de nombreuses inquiétudes qu'ils peuvent avoir concernant le pays, en leur expliquant que nous pouvons atténuer ces risques et que nous sommes ouverts à une discussion franche en matière de partenariat, de PPP, de collaboration entre le secteur privé et le secteur public pour développer ensemble des projets, accorder des concessions ou conclure des accords permettant de transférer l'exploitation à des tiers et ainsi promouvoir davantage d'investissements dans le pays. C'est en train de se produire. Nous avons constaté au cours des 5 dernières années, une augmentation des investissements. Désormais, notre principal objectif n'est pas seulement la croissance, mais aussi d'obtenir une certaine diversification des personnes qui investissent dans le pays, car nous ne voulons pas voir des acteurs commencer à accélérer l'obsolescence, par exemple, du cobalt. Nous avons décidé de nous assurer que nous pouvons créer un marché du cobalt plus équilibré, d'être plus proactifs sur la qualité du cobalt et du cuivre que nous promouvons, de rouvrir la discussion sur l'investissement dans le lithium et d'examiner si même les traités, le niobium et toutes ces terres rares pourraient être développées. Et nous avons commencé à travailler dessus de manière très intensive. Le défi auquel nous sommes confrontés est de proposer une nouvelle réforme afin de faire une distinction entre le régime d'exploration en termes de fiscalité et le régime d'exploitation. Ainsi, les personnes qui prennent des risques avec leur capital peuvent venir, investir de manière plus intensive et permettre la découverte de davantage de ressources dans le pays. J'apprécie beaucoup de choses que vous avez dites, en particulier le fait que nous ayons besoin d'incitations différentes pour l'exploration par rapport à la production. J'ai aussi toujours été impressionné par votre cadastre minier, par l'engagement à rendre les données publiques. Nous avons simplement besoin de plus de données. Nous avons besoin de beaucoup plus de données, mais il faut que nous générions ces données. Et tout cela constitue vraiment des mécanismes essentiels de réduction des risques. J'ai une dernière question pour vous. Vous savez, l'un des sujets sur lesquels nous avons passé beaucoup de temps à discuter est l'interdiction d'exportation du cobalt. Quelles sont les perspectives à ce sujet? Vous savez, je trouve remarquable à quel point cela a eu un impact significatif sur les prix en seulement quelques mois. Mais quelles sont les perspectives à ce sujet? Permettez-moi de vous expliquer d'où nous venons. Nous venons, comme vous le voyez sur de nombreux graphiques concernant le cuivre, sur les stocks de cobalt d'un marché déséquilibré. Oui, la croissance de la demande est un peu lente, mais l'ampleur de l'offre a été très perturbatrice.
La façon dont nous avons augmenté l'offre de cobalt sur le marché était totalement, disons, j'emploierai le mot insensé. Pourquoi? Parce que la production dépassait toutes les attentes en matière de règles de la demande et cela n'était pas tolérable pour nous. Cela signifie que nous creusions des trous dans un pays, ce qui finissait par devenir facile dans un autre pays. Nous avons plus de 12 mois de stock hors du pays et le prix s'est effondré. C'est notre devoir en tant que pays de commencer de stabiliser le prix et de rendre les produits plus disponibles partout dans le monde. Parce que nous atteignons un niveau où les gens se disent que savoir que cela ne va que dans un seul sens est peut-être un choix risqué, car cela rend dépendant d'une seule juridiction pour accéder aux produits. Le problème n'était plus considéré comme un produit de la RDC. C'est pourquoi l'interdiction, combinée à d'autres mesures prises dans le pays, commence à réduire progressivement l'excès de stock. Aujourd'hui, quand on regarde la première interdiction et l'actuelle, on constate une certaine diminution des stocks, mais ils restent élevés et le prix n'est pas encore équilibré. Nous n'avons pas besoin de faire flamber le prix au même niveau et de manière acceptable comme nous l'avons vu il y a 3, 4, 5, 6 ans. Mais nous devrions trouver un moyen pour que les personnes qui souhaitent investir dans le raffinage pour transformer le produit puissent atteindre un certain seuil de rentabilité. Aujourd'hui, au prix actuel, personne ne peut investir, même dans le raffinage dans le pays, car le prix n'est pas viable. Le pays a décidé et soutient vraiment cette décision de commencer à réduire les exportations. Nous ne demandons pas de réduire la production. Nous commençons à réduire les exportations parce que l'excédent tue la nécessité d'obtenir le produit et le fait est aussi concentré sur 1, 2, 3, 4. Les entreprises de ces pays n'ont pas à avoir accès aux produits. C'est notre devoir de rééquilibrer le marché, de permettre un meilleur accès aux produits pour tout le monde dans le monde et de maintenir l'attrait pour le cobalt. Pensez-vous que la RDC va passer d'une interdiction à un système de quotas? Cela pourrait avoir du sens. Nous sommes très pragmatiques quant à ce que nous recherchons. La seule chose que nous voulons, c'est de ne pas à nouveau fausser le marché. Nous venons d'une distorsion du marché et nous n'allons pas vers une autre distorsion du marché. Ce que nous cherchons, c'est d'obtenir des outils qui rendent le produit accessible à tous. Nous prenons certaines décisions pour nous assurer que tout le monde puisse y accéder, mais plus important encore, que nous puissions transformer et créer plus de valeur. Ces mesures, qu'il s'agisse de quotas ou d'interdiction d'exporter, offrent aussi la possibilité d'examiner si nous pouvons développer localement un nouveau réseau de raffineries, un nouveau réseau d'activités pour transformer et créer de la valeur sur place et ainsi permettre l'accès aux produits ou sa retransformation. Vous savez, il y a 20 ans, les pays ne faisaient que produire des minerais et les transférer. Après cela, nous sommes devenus un pays qui produit des concentrés. Plus tard, nous avons décidé de couvrir le pays afin d'atteindre un niveau de production de métal, de cathodes, de blisters pour le cuivre. Il devrait en être de même pour le cobalt, où nous pouvons constater que nous transformons le produit en métal. Nous ne voulons pas nécessairement arriver à la dernière transformation du produit, mais créer plus de valeur, plus d'opportunités pour les gens de développer un réseau de transformation au niveau local et permettre au monde d'avoir accès à un marché équilibré. Nous savons ici, de manière très claire et précise, mieux que l'effort visant à équilibrer les métaux mondiaux est une tâche complexe et essentielle. Oui. C'est un défi très compliqué. C'est la clé. Et moi, l'un des grands avantages de la RDC. Vous savez, ici aux États-Unis, nous avons ouvert et fermé notre seule mine de cobalt en 2023 en raison des bas prix. Mais la RDC est très chanceux dans le sens où ils ont du cuivre et du cobalt ensemble, et la demande et les prix du cuivre sont vraiment bons. Donc, vous savez, cela aide en quelque sorte à compenser les distorsions sur le marché du cobalt. Ouais. Guy Robert, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Plaisir. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Et avec cela nous amène à la fin de cet épisode de Mapping Minerals Diplomacy. Dans les prochains épisodes, nous explorerons comment d'autres pays façonnent leur stratégie de diplomatie minière et comment les États-Unis peuvent mieux déployer leurs outils pour être compétitifs. Merci d'avoir regardé. Je suis Gracelyn Bascaron. À la prochaine sur Mapping Minerals Diplomacy.